Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose au menu, après le magret, le civet, car le petit lapin faquin, ou devrais-je dire le lapin du passé, car c'est au passé que nous parlons maintenant de sa chaîne, a tenté de faire une vidéo réponse à ma dernière vidéo. Oui, monsieur, il a tenté. Je dis il a tenté parce qu'en fait, YouTube a supprimé ensuite toutes ses vidéos, parce qu'il a donné des informations erronées sur le Covid. Et je reparlerai de la censure qu'il a subie à la fin de la vidéo. Néanmoins, j'ai quand même envie de répondre, parce que il s'est donné la peine d'avancer des arguments, et ces arguments sont particulièrement fallacieux. Je pense que je dois une réponse à tous ceux qui y ont cru. Bref, en gros, il a tenté, je dis il, mais en fait c'est peut-être elle, donc je devrais dire IL, pour plus d'inclusivité. Car il y a une rumeur qui dit que le lapin serait en réalité une lapine. Donc IL essaye de me reprendre sur l'épistémologie. Bon, c'est très bien, moi j'aime. Et donc IL a tenté de répondre à ma dernière vidéo, oui monsieur IL, où j'expliquais que si on veut penser le réel, il faut prendre en compte toutes les données qu'on a à propos de ce réel et pas juste en prendre quelques-unes qui nous arrangent. Ne pas faire d'abstraction. Et dans ma vidéo, j'avais donné en exemple un moment où Cro-Blanc, lorsqu'on discutait ensemble, avait tenté une abstraction sur le QI en disant « Oui, mais admettons, il y a des peuples qui ont des bas QI. Est-ce qu'ils peuvent atteindre l'égalité avec les peuples qui, comme nous, ont des QI importants ?» Et j'avais balayé cette question d'un revers de la main en disant « Mais ça, c'est une abstraction, d'accord? Là, t'es pas en train d'étudier un cas réel. T'es en train d'essayer d'imaginer un truc, et on sait exactement vers quelle conclusion Cro-Blanc voulait aller. » Mais ça n'a pas pu à notre ami le lapin, parce que voilà, il aime bien quand on parle du QI, hein. Et IL a tenté de comparer la démarche de Cro-Blanc avec celle de Galilée. Oui, monsieur, IL a tenté. Et donc il dit ça. Ce qu'un génocide semble ignorer ici, c'est qu'il est possible, et même parfois nécessaire, de raisonner en excluant certains paramètres du réel pour mieux en expliquer d'autres. Cette abstraction n'invalide pas une réflexion, au contraire, cela s'appelle une expérience de pensée. C'est comme ça qu'Einstein a découvert plusieurs de ses théories. C'est également le cas de Galilée, qui pour comprendre la chute des corps a dû imaginer un environnement sans atmosphère, où toute forme d'air était absente, pour mieux saisir ce qu'était la gravité. Alors là, c'est la première erreur du lapin. Après, on verra que IL a été totalement malhonnête, mais là, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, Galilée n'a pas imaginé un monde sans air pour mieux comprendre la gravité. C'est pas ça qu'il a fait, Galilée, d'accord? En fait, là, j'ai un peu l'impression que le lapin confond en fait tout simplement le moment où on fait une expérience pour tester une hypothèse. Pour reprendre une expérience qu'on a toute faite, quand tu fais pousser tes haricots en primaire, si tu veux tester l'expérience, est-ce qu'il faut de l'eau pour faire pousser des haricots, tu prends ton pot de yaourt, tu mets ton coton, tu mets ton haricot dessus, tu le passes à la lumière, et puis il y en a un, tu mets de l'eau, l'autre tu mets pas de l'eau, et puis tu verras que si tu mets pas d'eau, ça ne pousse pas, d'accord? Lorsqu'on fait ça, on teste une hypothèse, d'accord? On teste une hypothèse. Mais si jamais tu veux parler du réel, tu vas pas juste devoir dire « Ouais, il faut de l'eau et du soleil, et puis c'est bon, ça pousse, t'auras des haricots », d'accord? Si tu veux parler du réel, il y aura plein d'autres paramètres qu'il va falloir prendre en compte, notamment la température, le sol. Et après, si tu veux même te lancer dans l'agriculture, il va falloir parler du contexte économique, de la rentabilité, etc. Donc évidemment, faire une expérience en isolant des paramètres va permettre de comprendre le réel, mais si tu veux parler du réel, il va falloir tenir compte de tous les paramètres. Et donc, pour en revenir à Galilée, il s'est pas dit comme ça, tiens, si j'imaginais, comme ça sort pas de nulle part, tu vois, genre, oh tiens, si j'imaginais le monde sans air, et hop, je vais trouver la loi de la chute des corps. C'est pas ça qu'il a fait Galilée, d'accord? Galilée, comme le dit Étienne Klein dans la vidéo du lapin, il n'était pas content des lois aristotéliciennes. Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. Une vidéo stylée. Non, ça va pas être possible, stylée. ça. Non, Bruce, parce que génocide. Tu dégages. Il kiffe. Non, Bruce, je rigole. Il kiffe les vidéos stylées. On ne touche pas à Aristote. Non, mais en fait, non. Sans jamais rien changer à ce qu'il est, oui, j'ai fait un bon mot. Bien sûr, j'ai fait un bon mot. Qui m'en croyait capable? Tu lèves ta main derrière ton écran. Attention, Bruce, attention. Tu reviens encore une seule fois et je lis ton livre. Attention, regarde, je commence, hein. Attention, je suis chaud, là. Un œil rond, noir, profond. Je me laisserai pas faire, hein. Bref, Galilée n'était pas content des lois aristotéliciennes, c'est-à-dire Aristote, il t'expliquait que, il était de la nature, des objets lourds de tomber plus vite. Évidemment, c'est un logique qu'à l'époque t'observes, tu l'as sur un truc lourd, tombe plus vite que le machin qui est léger. Donc c'était dans leur nature. Mais Galilée a trouvé un peu un contre-exemple. Et donc là, je vais vous mettre un petit extrait de la chaîne de lait de Science 4 Al. Oui, monsieur. Cette chaîne-là. Qui explique en fait la même chose que la vidéo du lapin, mais sauf en beaucoup plus condensé, en beaucoup plus court, avec des schémas, monsieur. Et vous savez que j'aime les schémas, monsieur. Parfaitement. Les schémas, c'est la vie. L'idée géniale de Galilée fut de considérer la chute de deux corps différents attachés l'un à l'autre. Disons que l'on a par exemple attaché une pastèque à une pomme avec un fil. Question.
La pastèque attachée à la pomme tombera-t-elle plus vite ou moins vite que la pastèque seule? Et là où Galilée est vraiment malin, c'est que plutôt que de chercher à utiliser sa loi de la chute des corps pour répondre à cette question, il va chercher à déterminer les prédictions que font la loi d'Aristote, celle qui dit que les objets plus lourds tombent plus vite. D'un côté, la pastèque plus la pomme forment un système plus lourd que la pastèque seule. D'après la loi d'Aristote, c'est donc la pastèque attachée à la pomme qui doit tomber plus vite que la pastèque seule. Mais d'un autre côté, la pastèque attachée à la pomme est attachée à un objet plus léger qu'elle. D'après la loi d'Aristote, la pastèque va tomber plus vite que la pomme, si bien que la pomme va être amenée à freiner la chute de la pastèque tel un parachute. La pastèque est donc freinée dans sa chute, elle tombe donc moins vite que si elle tombait seule. La loi d'Aristote prédit donc une chose et son contraire. Elle est donc forcément inconsistante. Donc là on comprend bien, Galilée n'était pas satisfait des lois aristotéliciennes. Attention. Il est là, hein, parce que cette loi ne pouvait pas être vraie. D'accord ? Cette loi ne pouvait pas être vraie, les objets plus lourds ne pouvaient pas tomber plus vite que les objets plus légers. C'était juste pas possible. Et donc il fallait trouver une explication à pourquoi est-ce que, si on regarde par l'expérience, on constate bien que pourtant les objets plus lourds tombent plus vite que les objets plus légers. Et après, c'est par l'intuition, c'est par l'expérience qu'on est venu à se dire, ok, il y a des frottements de l'air, et ces frottements-là font que l'objet plus lourd tombe plus vite. Et donc, contrairement à ce qu'il dit là, Galilée a éliminé de la réalité les frottements de l'air et la poussée d'Archimède pour mieux comprendre comment les objets tombaient. il n'a pas éliminé de la réalité les frottements de l'air. D'accord ? C'est pas ça qu'il a fait. Mais toujours est-il que là, maintenant, on est dans le monde réel, et dans le monde réel, si jamais tu veux prédire, je sais pas, la chute d'un boulet de canon, mettre un satellite en orbite, la loi de Galilée ne suffit pas. La loi de la chute des corps de Galilée ne suffit pas. Il va falloir tenir compte des frottements de l'air. Donc c'est bien ça, parler du réel. C'est pas juste être là, en train de parler de la loi de Galilée, parce que ça ne va pas suffire. D'accord ? Tu utilises juste cette loi-là, et ton boulet de canon, il va viser la cible à côté. Imagine, t'es dans le lourd Moyen-Âge et que tu vises à côté, c'est pas stylé quand même. C'est pas stylé. C'est plus stylé quand même de tirer bien sur le château, hein. Quand même. Mais bon, admettons, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire que lorsque tu fais des expériences, tu peux éliminer certains paramètres pour tester ces paramètres-là. Ok, bon. Mais on voit que c'était quand même assez brouillon et maladroit dans la manière avec laquelle c'était amené. Mais là où ça devient encore plus maladroit, c'est lorsqu'il fait le lien avec le QI. Voici ce qu'il nous dit. Ainsi, imaginez une situation fictive dans laquelle seul le quotient intellectuel entrerait en jeu, et dans laquelle les autres aspects de la réalité que sont l'origine sociale ou géographique seraient totalement absents. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise démarche pour penser. Donc pour lui, il veut étudier le QI en éliminant les facteurs sociaux. Alors est-ce qu'il a compris que là, sur son petit schéma, que les frottements de l'air ne causaient pas la loi de la gravité. On est d'accord, les frottements de l'air ne causent pas la loi de gravité. Voilà, la loi de gravité existe partout, qu'il y ait des frottements de l'air ou pas. Dans l'espace, c'est la gravité, même s'il n'y a pas d'air. Par contre, si on élimine tous les facteurs qui causent le QI, les facteurs sociaux, les facteurs génétiques, etc., du coup, tu étudies quoi en fait ? Tu veux étudier un truc, mais pas étudier ses conséquences ? C'est absurde. Les deux schémas, là, ne sont pas équivalents, d'accord ? Tu comprends bien que les deux schémas ne sont pas équivalents. Et puis surtout, franchement, le QI, je sais pas si vous avez tous avec le QI, mais je suis certain que la moitié, les 3/4, allez, au pifomètre, 90% des droits tardés qui sont en train de toucher sur le QI, tu leur poses la question, qu'est-ce que c'est que le QI, qu'est-ce que ça mesure réellement, ça parle chinois, hein, et que finalement, c'est juste un prétexte. Et c'est ça, parler abstrait, c'est parler d'un truc qu'on comprend pas vraiment, c'est dire ouais le QI, hop, tu sais pas exactement ce que c'est, mais bon, t'as compris que, d'après la sainte carte, il y a des peuples en rouge et des peuples qui sont en bleu, du coup c'est mieux d'être en bleu, et du coup ceux qui sont en rouge c'est pas bien, voilà, bon, là on est clairement dans l'abstraction la plus totale. Et si en plus tu veux pas du tout étudier les facteurs qui causent les différences de QI, si ces différences de QI sont vérifiées, parce que bien évidemment, je vous rappelle que cette étude est extrêmement contestée. Je sais très bien qu'il y aura plein de droits tardés pour mettre plein de liens dans les commentaires. J'en suis ravi. Je reviens à mes moutons. Si tu n'étudies pas les raisons pour lesquelles le QI peut varier selon les régions et tout, etc., tu vas juste rien comprendre au QI. T'es dans une abstraction totale. Tu sais déjà pas ce que ça mesure. Tu sais déjà pas ce qu'il influe. C'est fini, quoi. Je veux dire, là, t'es en train de nager dans une abstraction la plus totale et puis qui, toi, va juste te rassurer. Parce que là, on nage en plein biais de confirmation. T'as juste envie de confirmer qu'il y a certains peuples qui sont bêtes et il y en a d'autres qui sont plus intelligents. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, on s'en fout totalement. On s'en fout totalement. Parce qu'en fait, la question que posait Cro-Blanc, c'était la question de l'égalité. Est-ce que s'il y a des gens qui sont très bêtes, on va traduire,
pour éviter de manipuler le concept du QI. Et des gens qui sont super intelligents, est-ce qu'ils arrivent à être à égalité? Et en fait, on a une réponse à tout ça. La réponse, c'est non. Bah oui, c'est non. On n'est pas égaux. Toi et moi, nous ne sommes pas égaux. Oui, monsieur. Rousseau fixe 2 types d'inégalités. L'inégalité naturelle et l'inégalité politique. C'est-à-dire que naturellement, nous sommes tous inégaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, des gens qui sont beaux, des gens qui sont moches, des gens qui sont bêtes et des gens qui sont intelligents, des gens qui savent faire des trucs de leurs mains et des gens qui sont incapables de faire le moins de trucs de leurs mains. Il y a des gens qui vont être handicapés et des gens qui vont être valides. Il y a des gens qui vont avoir un talent artistique et d'autres absolument que dalle. Voilà. On est tous inégaux. Usain Bolt et moi ne sommes pas égaux. Je ne courrai jamais de la vie aussi vite que lui. Et c'est là que rentre en ligne de compte l'autre inégalité, c'est-à-dire l'inégalité politique. C'est qu'en fait, l'inégalité politique, c'est les hommes qui décident. Si tu as un maître et un esclave, c'est les hommes par convention qui décident qu'il y aura un homme qui sera inférieur à un autre. C'est une convention. C'est la loi, monsieur. La loi. Et la loi n'a pas forcément grand-chose à voir avec la nature. Il y a un type, il peut être plus intelligent, il peut être plus beau, plus grand, plus fort, plus puissant, plus tout ce que tu veux. Meilleur chanteur aussi, monsieur. Meilleur chanteur. Et quand même se retrouver inférieur à un autre par la loi. Donc en gros, pour Rousseau, lorsqu'on vit dans une société, la nature fut soumise à la loi. C'est la loi qui décide qui est égal et qui n'est pas égal. Je vous mets bien sûr le texte en description. Vous lirez. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez lire, évidemment. Bah oui, vous n'avez pas envie de rester bête. Bah oui. Lis-le. Et donc en fait, le fait qu'il y ait des beaux et des moches, qu'il y ait des gens forts et des gens faibles, qu'il y a des gens qui soient doués pour les arts et d'autres qui n'ont pas la moindre sensibilité artistique, on s'en contrefout totalement. Pareil pour les gens intelligents et les gens cons. La loi est là pour permettre la cohésion de la société, pour permettre aux forts de venir au secours du faible. Alors Nietzsche détesterait ça, C'est bien pour ça que Nietzsche est un solitaire, monsieur. Lorsque tu te regroupes avec tes amis, tu es déjà faible comparé à moi, prédateur solitaire. Donc pour Rousseau, la base de toute société, c'est finalement de combler les inégalités naturelles par la loi. Donc en fait, on s'en fout de l'histoire d'inégalité de Cro-Blanc, c'est juste, il y a toujours eu des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Ça n'empêche pas les gens d'être égaux par la loi. Et pour vous prendre un exemple très actuel, vous savez qu'en ce moment, on a plein de normes lorsqu'on crée un bâtiment, ou bien il faut aménager les anciens bâtiments pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil roulant par exemple. Et là, justement, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la loi de faire en sorte que les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, elles soient égales dans leur mobilité aux personnes qui ont 2 jambes parfaitement valides. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que la loi puisse pallier à toutes les inégalités. Je vois mal quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple, gravir l'Everest. Je dis ça, mais j'ai pas vérifié, ça se trouve, ça existe. Mais on est quand même d'accord que ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, ça veut pas dire que parce que t'es valide, tu vas réussir à gravir l'Everest. Les alpinistes les plus acharnés s'y cassent les dents parfois, monsieur. Tout à fait. Et donc, pour les actions les plus courantes, les actions qui sont nécessaires au quotidien, la loi, normalement, suffit à combler les inégalités naturelles entre les hommes. Ah, et petit aparté pour ceux qui se touchent sur le QI, moi je suis persuadé que vous êtes en rouge sur la carte. Oui, monsieur. Et ensuite, après ça, c'est la partie du coup qui a fait supprimer la chaîne du lapin, IL va s'amuser à nous parler du Covid. Et là, c'est quand même un peu la catastrophe. Parce que là, le lapin, avant, on peut se dire, ok, c'est des erreurs de raisonnement, il n'a pas tout compris, il était un peu biaisé de mauvaise foi. Parce que pour IL, c'est important le QI. Bah oui. Mais sur le Covid, IL devient particulièrement malhonnête. Car à un moment donné dans ma vidéo, j'explique que le risque de myocardite est largement inférieur si tu te fais vacciner que si tu chopes le Covid. Donc du coup, pour éviter de choper de myocardite, il vaut mieux se faire vacciner plutôt que de choper le Covid. C'est le principe de la balance bénéfice-risque. Et là, le lapin dit ça. Nous sommes ici face à un cas d'école. La comparaison qui est faite entre le risque de souffrir d'une myocardite après le vaccin et le risque de souffrir d'une myocardite après le Covid est fallacieuse, puisqu'elle ne prend pas en compte la possibilité de ne pas se faire vacciner et de ne pas attraper le Covid, comme si attraper le Covid était obligatoire. Il s'agit ici d'un faux dilemme. Pour pouvoir comparer les probabilités, il faudrait calculer les chances qu'a une personne d'avoir une myocardite en se faisant vacciner et les chances d'attraper une myocardite si elle ne se fait pas vacciner. Sauf que... Bah oui, évidemment. Mais sauf que je l'ai dit dans ma vidéo, t'as coupé. T'as coupé, t'es bien conscient que t'as coupé. C'est malhonnête de couper, puisque dans ma vidéo j'ai dit ça. En plus là on semble être dans une phase où tout le monde aura le Covid un jour. Il me semble qu'à Paris, une personne sur 10 est cas contact. À Londres, une personne sur 15 est porteuse du Covid. C'est énorme. Et pour aller dans le même sens, on a le ministre allemand de la Santé qui a dit qu'à la fin de l'hiver, soit tu aurais été vacciné, soit tu aurais été guéri du Covid, soit tu seras mort du Covid. Voilà, donc j'en ai parlé. Et donc en fait, ton petit calcul ne tient pas la route.
Parce qu'en fait, effectivement, là tu veux nous parler, sans dire le mot, du taux de reproduction du virus. Vous savez, ce fameux R effectif dont on vous donne parfois les chiffres dans les informations. Genre 1,5 et tout, etc. Le taux de personnes qui sont contaminées par un malade. S'il est inférieur à 1, tout va bien, c'est-à-dire que la maladie est en train de disparaître. S'il est égal à 1, la maladie elle stagne. Et par contre, s'il est supérieur à 1, ça augmente de façon exponentielle. C'est mathématique, monsieur. Ce sont les maths. Oui, monsieur, j'aime les maths. Et la question du R effectif est bien sûr prise en compte dans la question des balances bénéfices-risques pour le vaccin. C'est-à-dire que si jamais tu as une maladie que tu n'as aucune chance d'avoir, je reprends toujours mon exemple de la fièvre jaune, parce que je me suis vacciné contre la fièvre jaune, c'est un vaccin qui fait extrêmement mal, c'est-à-dire que j'ai eu, je pense, 4 jours de fièvre après avoir fait le vaccin contre la fièvre jaune, j'étais pas bien du tout. Je me souviens, c'était à Pâques, j'étais là, ivre mort du vin blanc, et shooté à la fièvre du vaccin. Un mélange détonnant. Mais la fièvre jaune, c'est une maladie qui est extrêmement grave. On en meurt, monsieur. Sauf que vous, en métropole, vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune? Tout simplement parce que le virus ne circule pas en métropole. Donc si jamais on se mettait à vacciner tout le monde contre la fièvre jaune, la balance bénéfice-risque, elle serait pas du tout du bon côté. Il y aura plus de risques à vacciner tout le monde que de bénéfices. Parce qu'en fait, le métropolitain ne rencontre jamais, ou quasiment jamais, ou avec une probabilité infime, le virus de la fièvre jaune. Et lorsque tu te fais vacciner contre la fièvre jaune, t'as un papier dans lequel on te liste tous les effets secondaires, et puis t'as une chance sur je sais plus combien, c'est la mort. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne vaccine pas en métropole contre la fièvre jaune, parce que tout simplement, le virus ne circule pas assez. Et sur la question du R effectif, je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Phi, qui était très bien, monsieur. Oui, monsieur, je dis du bien d'une vidéo de vulgarisation, ça m'arrive. Il va neiger. Où il explique bien que dans la balance bénéfice-risque, il faut prendre en compte ce R effectif. Mais le R effectif est tellement grand, et l'épidémie est quand même bien partie pour s'installer dans la durée, que les probabilités que tu passes entre les mailles du filet, ça me nuise quand même, hein. Elles sont minimes, je dis pas qu'elles sont nulles, mais elles sont petites. Rien ne vous garantit, et c'est même l'inverse, que vous allez passer entre les mailles du filet. Donc, étant donné que même si vous êtes jeune, genre si vous avez la vingtaine, vous avez moins de risques à prendre le vaccin qu'à être contaminé du Covid, on prend le choix du vaccin. C'est ça la balance bénéfice-risque. Si le virus ne circulait plus, t'aurais aucun intérêt à prendre les risques du vaccin. Sauf que là, le virus, il circule énormément, donc t'as tout intérêt à prendre plutôt les risques du vaccin que les risques du Covid. Même si t'as 20 ans. Faut arrêter d'écouter Laurie, hein. À 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans, on est invincible. Ça, monsieur, ce sont des balivernes. Et là, ensuite, il va tenir le propos qui, je pense, a fait supprimer sa chaîne. C'est ça. On pourrait aussi parler du bénéfice-risque global, puisque plusieurs études ont démontré que l'immunité naturelle était plus forte et durable que l'immunité induite par les vaccins. Là, mon lapin, c'est chaud. Donc là, t'es en train de nous dire qu'il vaut mieux attraper le Covid plutôt que de se faire vacciner pour être immunisé contre le Covid. Le problème, c'est que pour nous affirmer ça, tu vas citer, là, du coup, un article du Washington Post. Alors, c'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos, vous savez, moi, j'y connais rien et tout, etc. Mais je cite à chaque fois des sources scientifiques en description. Je peux me tromper dans ma source, mais je vous cite pas des articles de presse, on est d'accord? Lorsqu'on parle de science, on cite pas un article de presse. Ça vaut rien. Bon, j'ai retrouvé cet article, je remarque que l'auteur, c'est un médecin, ok, très bien. Et si on va sur sa page Wikipédia, on voit que, en fait, il y a des opinions controversées sur la vaccination. Ça sent quand même le biais de confirmation. On sent quand même que le lapin est allé chercher le médecin qui disait le truc qui l'arrangeait plutôt que tous les autres. C'est toujours la même question. Pourquoi écouter un médecin qui va dans ton sens plutôt que tous les autres? Donc ce médecin, normalement, si on fait preuve d'un peu d'esprit critique, ce n'a pas fait le lapin, c'est qu'on va quand même prendre ce qu'il dit un peu, on va prendre un peu de recul, tu vois, on va quand même pas se prendre ça pour argent comptant. On va lire l'article. Et on voit que là, dans le paragraphe que nous a montré le lapin, il cite 2 études. Bon, alors déjà, les 2 études, les 2 liens renvoient vers la même étude. Bon, ça fait pas très sérieux. Il dit qu'il y en a 15. Il arrive à en citer 2 qui sont faites la même. Et ça renvoie vers une étude en préprint. Vous savez ce que ça veut dire, un préprint? C'est-à-dire que cette étude n'a pas été relue par d'autres scientifiques pour vérifier qu'elle est vraie. Et donc, tout en haut, il y a marqué que ça ne doit surtout pas servir à donner des conseils médicaux. Donc, on se rend quand même bien compte que là, le lapin est en train de donner des conseils médicaux sur base d'un mec qui est un peu peut-être... Bon, faut faire attention à ce qu'il dit, qui cite une étude où il s'est bien marqué en gros ne sert pas à donner des avis médicaux. Et là, la bonne foi du lapin, elle en prend un coup. Soit il est profondément malhonnête, soit il sait absolument pas faire une recherche, et là c'est chaud. Mais je sais que vous arriverez à le défendre en commentaire, je n'ai pas de doute. Bah oui, le réel ne vous intéresse pas, je sais bien. Mais surtout, moi j'ai lu cette étude, et en fait ils disent que l'immunité effectivement serait plus grande si on attrape le Covid qu'avec le vaccin. Mais surtout, il y a tout un paragraphe qui dit qu'eux, ils n'ont pas cherché à évaluer combien de temps allait durer cette immunité. Qu'au bout de 5 mois, ça semble marcher, et qu'on peut présumer que ça va tenir 10 mois ou plus, mais ils en savent rien. Donc là, vous êtes en train de vous foutre de la gueule des gens qui vont se faire vacciner tous les 6 mois, mais vous êtes prêts à choper le Covid plusieurs fois par an pour être immunisé contre le Covid. Je suis pas sûr que ça soit mieux,
Mais surtout, le truc qui est complètement con, c'est qu'on a l'impression que le lapin te dit « Bah vas-y, va te faire contaminer, comme ça après tu seras immunisé. » Et mieux qu'avec le vaccin. Sauf qu'en fait, le but de se faire vacciner, c'est que dans le cas où tu te fais contaminer, bah tu ne vas pas développer de forme grave. Mais surtout, si toi tu veux jouer à ce petit jeu-là, c'est-à-dire d'être contaminé par le Covid pour être immunisé, c'est-à-dire que tu cours le risque qui est bien plus grand de choper le Covid que celui du vaccin. Ça n'a pas de sens. Mais donc, admettons, toi tu te dis, ok, non, mais tu vois, voilà, moi je vais attraper le Covid pour être immunisé ensuite contre le Covid pendant peut-être 10 mois. C'est-à-dire que tu vas subir les risques du Covid, avec tout ce qu'il y a de forme grave, le fait de perdre le goût pendant des jours, des semaines, voire des mois. Peut-être que ça vous amuse de manger des trucs sans aucun goût, hein. Oh, qui suis-je pour juger? Bah oui, qui suis-je pour juger? Manger des trucs sans goût, ça vous fera vivre un peu la vie d'un végan. Vous pourrez donc être solidaire d'eux. Mais surtout, vous avez le risque de transmettre le virus à des gens qui n'ont rien demandé, à des gens de votre famille, votre grand-mère, vos parents, à des amis qui peut-être eux ont un grand-père ou une grand-mère qui est immunodéprimé, qui est malade. Quand bien même, et je n'ai pas la réponse à la question, tu as une meilleure immunité si tu as déjà chopé la maladie qu'avec le vaccin, c'est pas une raison pour chercher à se faire contaminer. Au contraire. Et si un jour tu le chopes par inadvertance, faudra mieux que tu aies été vacciné avant. Hein. Et donc je pense vraiment que c'est à cause de ces propos-là que la chaîne du lapin a sauté. Hein. Maintenant, le lapin du passé. Hein. Le lapin du passé. On n'en parle plus. Et c'est une transition toute trouvée pour parler de la censure. Parce que le lapin, là, sur son réseau social, vous savez, les droits tardés, maintenant, ils ont leur propre réseau social, hein, où ils sont entre eux et ils s'emmerdent. Voilà, sur je sais pas quoi. Hein, voilà, il dit ça. Voilà, il dit que bon, tu vois quand même, nous on prend pas de risque à faire la promotion du vaccin. Alors, je sais pas s'il se rend compte du nombre d'insultes hein, qu'on se prend dès qu'on défend un peu les vaccins. S'il a entendu parler des médecins qui sont menacés de mort, hein, voilà, je sais pas, à tout hasard. Mais surtout, il dit qu'être anti-vax c'est illégal. Mais en fait, non, c'est pas du tout illégal en fait. Les anti-vax se sont invités chez Hanouna en direct. Les anti-vax sont invités sur Sud Radio en direct. Sur CNews. Les anti-vax se sont reçus à l'Élysée par Brigitte Macron. Raoult, qui est sans doute le plus grand des informateurs de toute cette crise, a été protégé par le président de la République. Il est allé le voir et tout, ils se sont entretenus, ils se sont fait des petits sourires. Il y a une comparaison avec la Chine que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'au début de l'épidémie, quand ça partait de Wuhan, là, les Chinois, ils étaient là, ils étaient à fond pour faire taire la vérité, pour faire taire les lanceurs d'alerte, pour les enfermer. C'est-à-dire que les Chinois ont fait plus pour enterrer la vérité que les Français pour empêcher les fausses informations de circuler sur le Covid. Et ça, je sais pas si on peut en être fier. Pour rappel, d'après les autorités, on est toujours à 4000 morts en Chine. Oh ben, qui y croit? Donc non, la parole anti-vax n'est pas illégale. C'est bien ça qu'il faut comprendre, elle n'est pas illégale. Elle est permise, elle est partout. Sur les plateaux télé, à la radio, sur Internet. Ce qui s'est passé, c'est que par contre, t'as une entreprise privée qui, devant l'inaction des États, a pris sur elle de censurer les gens qui véhiculaient de fausses informations. D'ailleurs, parfois à tort, parce que l'algorithme ne fait pas nécessairement la différence entre un zététicien qui va démonter les arguments d'un anti-vax et ce même anti-vax. Ils sont bêtes, ces algorithmes. Mais en fait, il y a une vraie question qui se pose, d'accord? Cette question, c'est est-ce que on peut laisser des gens s'exprimer sur Internet, tenir des propos qui sont dangereux et qui vont entraîner la mort d'autres personnes? Je vais prendre un exemple simple, vous avez Thierry Casasnova, vous le connaissez tous, c'est un mec qui te soigne tout avec des jeûnes et du jus. Hein, voilà. T'as un cancer, un petit jeûne et un petit jus. T'as une mucoviscidose, un petit jeûne et un petit jus. Voilà. Tout est un petit jeûne et un petit jus. Et ce mec est toujours en liberté. Mais surtout, quelles sont les conséquences de laisser un tel discours? Bah, ça fait que si jamais le jour où toi t'as un cancer et tu cherches des informations sur comment guérir ton cancer sur Internet et que tu tombes sur une vidéo de ce mec-là qui te dit ouais mais non de toute façon là-bas tout ça c'est Big Pharma, tout ça ils veulent faire des sous avec leurs chimio et tout. Non, prends, fais des jus et fais un jeûne. D'ailleurs, achète mon extracteur de jus à 1500 €. Bah ouais, pourquoi pas? Bah cette personne risque de ne pas faire sa chimio. Il y a déjà eu des cas où les personnes ne sont pas allées faire leur chimio, elles ont préféré suivre des remèdes alternatifs, naturopathe ou je sais pas quoi, hein, comme le Chenio, la naturopathie. Mais à votre avis, il se passe quoi si la personne elle refuse la chimio et qu'elle tente de soigner son cancer avec des jus? Bah elle meurt en général. Donc ces gens-là sont dangereux, les gens qui véhiculent de fausses informations médicales sont dangereux. Et moi je pense, c'est mon intime conviction, je sais que vous débattrez dans les commentaires pour en faire changer, je pense que c'est du rôle de l'État de sanctionner, et pas à YouTube ou à Twitter, de sanctionner ceux qui donnent de faux conseils médicaux. Que c'est de la responsabilité de l'État de légiférer afin de protéger le faible influençable du fort qui veut se faire du fric sur le mec qui a un cancer en lui vendant absolument un extracteur de jus. Non, c'est pas nietzschéen. Que c'est du rôle de l'État d'empêcher la diffusion de fausses informations. Sauf que là, vous le voyez venir, la question c'est qu'est-ce qu'une fausse information? Est-ce que
Un État peut pas abuser de sa position d'État, d'être là dominateur, sûr de lui, pour tout simplement en fait faire taire toute opposition politique, faire taire les lanceurs d'alerte en disant « Oh non, ça c'est fake news ça, fake news monsieur, fake news, nous n'en voulons pas !» Et sur la question du Covid, il faut trouver qui dirait la vérité sur le Covid. Est-ce que c'est qui? Raoult? Oh, j'en veux pas, hein. Véran? Oh, c'est peut-être un poil mieux, mais bon. Donc tout ça est une vaste question. Je suis pas en train de dire que je soutiens la suppression de la chaîne du lapin du passé, mais devant l'inaction de l'État, je comprends que YouTube se soit posé la question de la diffusion de ce genre d'informations erronées.